Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test d'une Honda Africa Twin 750 de 1995, bridée pour le permis A2 suisse. Les amis, aujourd'hui un test un petit peu différent car je ne me trouve pas sur mon lieu de tournage habituel, je suis dans le Doubs et un de mes abonnés suisses m'a proposé de tester cette machine. Donc vous l'avez compris, il s'agit de la fameuse Africa Twin en 750, peut-être le modèle le plus emblématique, ou du moins celui qui a été distribué pendant le plus longtemps, vu que cette moto est restée au catalogue de Honda pendant presque 15 ans. Donc bien sûr, hein, vous connaissez forcément ce nom Africa Twin, c'est une machine très populaire et un nom qui existe toujours actuellement sur des nouvelles machines vendues par Honda, machines que j'ai pu tester et les vidéos sont bien sûr disponibles sur ma chaîne si ça vous intéresse. Aujourd'hui donc on est sur un modèle un peu plus ancien qui est sorti au début des années 90, motorisé par un bicylindre en V de 750 cm3 à refroidissement liquide et alimenté par carburateur. Alors dans la version full, cette moto est donnée pour environ 60 chevaux. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, elle est bridée pour la réglementation du permis A2, mais la réglementation suisse. Car en France, il semblerait qu'il n'y ait pas réellement de kit de bridage pour cette machine compatible avec la norme française. Avec ce bridage suisse, la moto fait maintenant 35 chevaux. Au niveau du look, on a la fameuse esthétique un peu Dakar qui avait été mise en place sur quasiment tous les trails de ce genre à l'époque. On retrouve cette double optique, un carénage un peu enveloppant et on a un coloris relativement inhabituel en vert, mais qui lui va vraiment très bien, je suis assez surpris. Le modèle que je teste aujourd'hui, mis à part cette bride pour la réglementation suisse, n'a aucune modification. Elle est 100% d'origine et c'est une des choses qui font maintenant la rareté d'un modèle de ce genre et aussi la valeur. Actuellement, vous le savez très certainement, il y a un réel engouement pour toute la catégorie trail et aussi pour le néo-rétro. Donc cette machine qui combine les deux est de plus en plus recherchée. Étant un trail, c'est une machine quand même relativement imposante, mais déjà à l'époque, Honda avait réussi à faire une moto très facile dès les premiers tours de roue. Bien sûr, il faut s'accommoder de la hauteur de selle qui est un petit peu importante et surtout de la selle qui est un peu large. Donc moi, du haut de mon 1m70 m, lorsque je veux mettre les pieds au sol, je ne peux pas mettre réellement les deux bien à plat, c'est impossible. J'ai au mieux un pied à plat, l'autre qui touche à peine. Sinon, la position sur la machine est très confortable, la selle est agréable, on a le réservoir avec des parties très plates le long des flancs de celui-ci et on peut donc faire corps avec le réservoir, on le serre bien avec nos jambes, on est facilement à l'aise sur cette machine et on a le buste parfaitement droit. Donc la prise d'information ne pose aucun problème. Là par exemple, si je désire contrôler carrément les angles morts derrière moi, vous voyez que je peux quasiment me retourner sans lâcher le guidon car celui-ci est très large et un peu recourbé vers moi. Franchement, la prise en main ne pose quasiment aucun problème. Donc pour l'instant, vous le voyez, je suis en agglomération et en roulant à bas régime avec cette machine, on a un comportement très calme. Je rappelle qu'il s'agit d'une motorisation qui était aussi à l'époque utilisée dans la Transalp. Pour l'instant, en cruisant à bas régime, je reste la plupart du temps à 3000 tours. Le moteur distille quelques petites vibrations. On a une sonorité moteur qui n'est pas désagréable. Par contre, vu que la machine est encore équipée de l'échappement d'origine, ce qui est très rare sur ce modèle, eh bien la sonorité est vraiment très calme. C'est pas exubérant du tout. Le paramètre qui doit aussi participer à la facilité de prise en main de cette machine, c'est la taille des pneumatiques. Cette machine ayant quand même des vocations tout-terrain, à l'avant on a une grande jante en 21 pouces avec un pneu très fin en 90 de large et à l'arrière c'est un pneu en 17 en 140. Donc c'est des tailles relativement fines qui doivent vraiment faciliter la mise sur l'angle et le déplacement de la moto.
Pour l'instant, en restant à allure légale, je ne me sens absolument pas limité par la bride de cette machine. C'est très très efficace. On n'a pas le sentiment d'être sur une machine poussive. Là, je reprends un petit peu de vitesse et sans forcément monter dans les tours, c'est déjà agréable. De toute façon, j'ai pas le sentiment que cette machine ait réellement eu dans son cahier des charges des prétentions purement sport. On est, si on peut dire, sur une version un petit peu plus haut de gamme de la Transalp. Alors de nouveau, je profite des paysages et du temps magnifique qu'on a aujourd'hui dans le Doubs. Par contre, je dois rester très vigilant sur l'état des routes, car par endroits, c'est complètement déformé, voire même recouvert d'un tout petit gravier fin qui est très casse-gueule en moto. Là, par exemple, vous voyez, dans cette intersection, par endroits, c'est complètement recouvert de gravier. Regardez-moi un peu ce magnifique paysage avec un joli château aussi juste en face. C'est sûr que c'est pas comparable avec ce que vous avez l'habitude de voir lorsque je suis en Normandie. Bon, ça me permet d'ailleurs de tester un petit peu l'angle de braquage ici. Est-ce que j'arrive à faire demi-tour facilement et surtout sans perdre l'équilibre? Là, vous voyez, en plus, je suis dans l'herbe. Bah, finalement, ça passe, hein. C'est assez facilement manœuvrable à basse vitesse. La hauteur de selle n'est pas non plus si handicapante que ça quand, comme moi, vous faites environ 1,70 m. Bon les amis, je vais me permettre sur cette route qui est parfaitement dégagée de faire un petit test d'accélération. Alors je ne sais pas si il y aura suffisamment de distance pour monter à environ 100 km/h. On va tester ça. Allez, c'est parti. Donc je rappelle, moteur bridé à 35 chevaux et la moto pèse un poids tout plein fait aux alentours des 230 kg. Let's go. Le moteur prend bien des tours et on arrive à 100. Maintenant je ralentis. Alors le freinage est surprenamment efficace pour une machine de cet âge. C'est vraiment pas mal. Sur cette moto, le freinage est confié à Nissin, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et vous voyez d'ailleurs qu'à l'avant, on a un double disque. Franchement, pour une moto qui a une trentaine d'années, c'est plutôt efficace. Et pour une machine bridée, le 0 à 100 n'a rien de ridicule. Alors de nouveau ici, je dois être très méfiant. Vous voyez, vraiment du gravier partout. Et on va emprunter maintenant quelques chemins. Vu le look qu'elle a et l'âge qu'elle a, on s'attend à une machine un peu difficile et en fait pas du tout, hein. On surplombe complètement ce qui nous entoure. La prise d'info est facile comme je vous le disais. Par contre, actuellement, la bulle qui est devant moi, qui est celle d'origine, hein, n'est pas forcément suffisamment haute pour moi. J'ai quand même pas mal d'air qui arrive sur mon casque. Il faudrait presque que je me baisse comme ça pour que ce soit efficace. D'ailleurs, je vais faire un test, je vais juste me mettre debout. Et franchement, j'ai pas réellement de différence de niveau d'air, que je sois assis ou debout, c'est pareil. C'est même à se demander si j'en ai pas un peu moins lorsque je suis debout. Bon, pour revenir sur le moteur, une fois de plus, hein, c'est une machine qui est très très sage, très calme, hein. À aucun moment ça m'inciterait à rouler fort. Là je profite du paysage, je suis bien assis, je suis vraiment parfait en mode cruise, quoi. Le propriétaire me disait avoir tenté un petit peu aussi de tout terrain avec cette moto et qu'il avait été vraiment surpris de la facilité de prise en main et de l'efficacité de celle-ci, et je veux bien le croire. Moi comme d'habitude, hein, je ne vais pas prendre le risque de mettre cette machine en dehors du bitume. Vous savez que ce n'est pas mon domaine. Alors parlons des commodos maintenant. On est sur des commodos bien sûr un peu à l'ancienne. On retrouve toutes les fonctions d'éclairage sur la gauche. On a un bouton qui permet d'allumer ou d'éteindre les feux car ce n'était pas automatique à l'époque. On a un appel de phare. Et vous avez aussi une petite tirette qui permet d'utiliser le starter. Sur la droite, démarreur coupe-circuit, c'est extrêmement simple.
Le compteur, lui, est un peu plus inhabituel. On a déjà deux gros cadrans à aiguille, un pour la vitesse, l'autre pour le contour. Et au-dessus de ça, on a un écran numérique qui vous donne vos trips, une horloge. C'est relativement gros et finalement, vu que c'est pas trop bas, c'est facile à lire et c'est facile de prendre les informations. Alors le seul, entre guillemets, défaut que je pourrais trouver à cette machine pour le moment, c'est la boîte de vitesse. Elle fonctionne bien, elle verrouille bien, mais par contre elle est un petit peu bruyante. Et lorsque vous passez certains rapports, on sent une très légère résistance au niveau du sélecteur. C'est voilà le seul petit bémol sur cette machine. Autant dire que c'est vraiment pas grand chose. J'adore vraiment me balader par ici avec cette machine, c'est magnifique. Et la moto est parfaitement adaptée à cet usage. Comme je le disais, elle n'est pas violente, elle n'incite pas à rouler fort, elle est peu bruyante, facile lorsqu'on a besoin de la pencher un petit peu, tout en gardant, même dans les phases un petit peu, on va dire, penchées, on garde une maîtrise totale du véhicule, hein, c'est vraiment facile. C'est d'ailleurs assez surprenant qu'actuellement Honda ne propose plus de machines de ce genre avec une moyenne cylindrée. Actuellement, vous ne trouverez que la 1100. J'aime beaucoup rester entre 2 et 4000 tours avec ce moteur. C'est là où il est agréable, efficace, il vibre un petit peu. On retrouve quand même bien le comportement d'un bicylindre en V, ce qui n'a rien à voir avec les bicylindres en ligne qui équipent désormais les nouvelles Africa Twin. Alors, me voilà de nouveau dans un village. On reconnaît qu'on est dans le Doubs à la forme des clochers des églises. C'est complètement différent de ce que je peux avoir l'habitude de voir en Normandie. Alors je vais faire un test de souplesse, voir jusqu'où peut descendre ce moteur. Donc là 2000 tours, ça vibrote un peu. Ouais, 2000 tours c'est vraiment la plage de régime bas. On peut rester sur un filet de gaz à 2000 tours, mais on ne peut pas se permettre de réaccélérer vraiment fort à ce niveau-là. Pour être bien et ne pas avoir de problème de souplesse, il faut rester au minimum à 3000. Allez, une petite succession de virages, on réaccélère un petit peu. Pour l'instant, les suspensions me semblent assez bien réglées, suffisamment confortables quand c'est nécessaire et suffisamment fermes lorsqu'il y a une grosse bosse. Lors des gros freinages, ça ne s'enfonce pas trop à l'avant. Sur cette machine, à l'avant, on a une fourche classique, mais elle est réglable. Et à l'arrière, on a un amortisseur qui est relativement dissimulé derrière les carénages, dirons-nous, mais il semble réglable lui aussi. Alors, nous arrivons sur un Dodane, là je suis à très faible vitesse, je suis à peine à 20. Et de nouveau, bah, les suspensions se comportent juste comme il faut, c'est pas trop mou, c'est pas trop ferme. Je suis vraiment très très surpris par l'efficacité globale de cette machine. Hein. De nouveau un freinage et je le redis, hein, je suis assez bluffé de l'efficacité de ce frein avant. Alors j'avais oublié de le préciser, mais sur cette machine, le levier de frein est réglable en écartement. Par contre, celui d'embrayage ne l'est pas. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, la prise d'info est vraiment facilitée par la position de conduite. Mais en plus, on a deux rétros d'origine qui sont très bien placés, suffisamment haut et sur l'extérieur. Et on voit aussi très très bien ce qui se passe derrière. Il n'y a pas non plus trop de vibrations qui remonteraient dans les miroirs. Donc finalement, la prise d'info est vraiment parfaite sur cette machine. Mais c'est vrai qu'on a tellement une facilité à prendre les infos, je dirais, en vision directe, que les rétros, on les oublie presque parfois. Au niveau de l'éclairage, bien sûr, sur cette machine, on est encore avec tout avec des ampoules à filaments, ampoules halogènes à l'avant et des ampoules classiques dans les clignotants et à l'arrière. Et perso, je trouve que ça apporte vraiment à l'esthétique de cette machine. On est très loin du look moderne avec du LED partout. Allez, on sort de l'agglomération, je réaccélère un peu. La sonorité moteur devient plus métallique quand on dépasse les 5-6 000 tours.
freinage, on change de rapport. Je suis pas sûr que lorsque je prends un peu de vitesse vous entendiez bien la moto, car j'ai quand même beaucoup de vent qui arrive directement sur mon casque. Ah, de nouveau je dois être méfiant, je vois des traces de gravier sur la route. Là j'arrive à mon avis à côté d'une carrière. Ah, vous comprenez peut-être mieux pourquoi habituellement je fais toujours les tests au même endroit. C'est quand même beaucoup plus facile pour gérer la sécurité, dirons-nous. On se surprend quand même à prendre beaucoup d'angles avec cette machine, mais je le redis, on n'a pas vraiment une sensation sport, c'est juste une sensation de facilité et d'efficacité. On se penche sans faire le moindre effort, on n'est pas du tout incité à sortir la jambe ou ce genre de choses, hein. C'est un comportement au final qui me fait un peu penser à ce que j'avais lors du test de la Diversion S XJ6, une machine qui n'a globalement rien à voir avec celle-ci, mais qui était vraiment hyper facile également. Bon, tout à l'heure je vous disais que la moto était complètement d'origine, ce qui est vrai, mais le propriétaire a néanmoins, vous l'avez vu, rajouté quelques petits accessoires. Alors on a les crash bars, ça, les protections, je pense qu'elles sont d'époque. Et en plus, le propriétaire a rajouté une sacoche sur le côté. Il a rajouté aussi une sacoche sur le réservoir. Là actuellement je ne l'ai pas, mais vous la verrez au moment où je vous en parle. Et normalement il a rajouté aussi une petite extension de la bulle, justement parce que lui aussi la trouve assez inefficace. D'origine, la bonne surprise sur cette machine, c'est qu'on a un rangement sous la selle qui est loin d'être ridicule. Et ce qui est clairement, contrairement aux trails modernes qui n'ont aucun rangement, c'est vraiment une bonne surprise. C'est un rangement qui est assez profond. La moto est équipée aussi d'origine d'une béquille centrale. Vous avez un sabot aussi de protection, donc franchement plutôt pas mal. Mais il ne faut pas oublier que c'était une machine assez onéreuse hein, quand elle était encore en vente. Si vous désirez rouler avec un passager, il n'y a aucun problème car la selle est suffisamment large et en plus il y a des grosses poignées de maintien pour le passager. La consommation de ce modèle est relativement standard, on est à 6 litres au 100 et avec ce réservoir de 23 litres, donc vous avez une autonomie qui est plutôt bonne. Donc finalement, au vu de tout ce que j'ai pu découvrir lors de ce test, je comprends mieux pourquoi cette moto a une cote d'affection aussi élevée et une valeur aussi élevée maintenant d'occasion. C'est une machine, comme je vous l'ai dit, qui a été produite pendant longtemps, donc on peut trouver des modèles jusqu'à début des années 2000. Forcément, plus vous prendrez un modèle récent, plus il sera cher, et moins il aura de kilomètres, plus également il sera cher. Mais le kilométrage sur cette machine n'est pas forcément à prendre en compte lors d'un éventuel achat, car c'est une machine réputée ultra fiable. Une machine comme j'ai aujourd'hui, en 750, en parfait état d'origine, et qui aurait dans les 25 ans, ça se négocie dans les 5000 € maintenant. Enfin voilà les amis, je pense déjà avoir fait globalement le tour des caractéristiques de cette moto. Hein. Elle est hyper maniable, super facile. Au niveau dynamique, c'est une très bonne surprise, surtout pour une machine de cet âge. Malheureusement aujourd'hui, je n'ai pas la possibilité de faire mon test habituel sur autoroute, mais je me doute que ça doit être tout à fait faisable de rouler un peu plus vite avec cette moto, même bridée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez ça dans l'espace commentaire. Je tiens de nouveau à remercier le propriétaire de cette machine de s'être déplacé jusqu'ici afin que je puisse en faire le test. C'était super sympa de sa part. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner, vu que grâce à mes abonnés, je fais ce genre de test très régulièrement.
Je vous dis à bientôt et surtout, ve à tous. Si vous avez des infos concernant le bridage de cette machine en France, n'hésitez pas à nous en faire profiter. J'ai cherché de mon côté, je n'ai rien trouvé de probant et il semblerait que cette version bridée suisse ne soit pas réellement répertoriée et compatible avec la législation française. À vérifier, j'ai pas de certitude sur ce sujet.